Bonsoir à tous. Donc, déjà, merci beaucoup d'être connectés et pour cet apéro-code. Donc, ce sera le 19e apéro-code, 19e édition pour nous, qui sera sur le sujet du cloud. Pour ceux qui sont nouveaux, de façon générale, les apéro-codes, donc maintenant, qui vont être ouverts à tous, sont là pour justement partager un peu ce que notre know-how ou ce qu'on a expérimenté, ou même des fois des retours d'expérience par rapport à ce qu'on a vécu avec des projets clients, etc. Donc aujourd'hui, ça va être plus de la théorie, sans trop non plus partir sur trop technique. Donc j'espère que que tout le monde va comprendre et que tout le monde ressortira de cet apéro-code avec une meilleure compréhension de ce qu'est le cloud. Alors, le cloud, dans cette époque, ça va être divisé en 4 parties. Donc, 4 parties, on va dire 3 parties avec une petite conclusion à la fin. D'abord, je vais vous parler de qu'est-ce que le cloud. On va parler de l'historique, quels sont les différents cloud providers, etc. Ensuite, on va parler de comment choisir ses services dans le cloud, comment fonctionnent les services dans le cloud. Et à la fin, on va parler d'une étude de cas fictif qui pourrait être un cas réel si on voulait. Alors, qu'est-ce que le cloud? Le cloud, pour faire simple, c'est juste la mise à disposition de ressources sans la gestion active de ces ressources. Donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière quand on parle de ressources? Dans les ressources, on parle de stockage, on parle de puissance de calcul, on parle de logiciel. Donc, c'est vraiment, vous avez besoin entre guillemets d'un disque dur, ou vous avez besoin d'un serveur complet, ou vous avez besoin d'un Outlook, par exemple. Voilà, donc ça, ce sont ce qu'on appelle des ressources. Quand on parle de sans la gestion active de celle-ci, ça veut juste dire on va jamais toucher physiquement ces ressources. Donc, quand on parle de stockage, le disque dur, vous allez jamais toucher le disque dur physiquement ni le brancher physiquement quelque part. Donc, sans la gestion active, derrière, implicitement, ça veut dire que vous n'avez pas à gérer de data center, donc vous n'avez pas à gérer d'endroits physiques pour ces ressources. Vous n'avez pas à gérer le remplacement de ces ressources lorsqu'elles ont un problème. Vous n'avez pas à gérer la mise à jour de ces ressources et vous n'avez pas à gérer la maintenance de ces ressources. Donc, de façon générale et simple, c'est ça le cloud. C'est juste vous permettre de récupérer des ressources de plusieurs types sans avoir à vous occuper de la gestion, entre guillemets, bas niveau de ces ressources-là. On va faire un petit historique rapide. Alors, le cloud, la première fois que ça a été utilisé, le symbole du cloud dans un schéma, c'était en 1977. Donc, c'était pour justement les réseaux de machines dans le projet ARPANET, projet américain. Ensuite, ça a été un peu plus détourné ou vraiment utilisé pour parler de calcul distribué en 1993, donc avec Telescript, pour ceux qui connaissent. Donc il y a un espèce de langage basé sur une espèce de machine virtuelle type Java, un peu comme une JVM, sauf qu'on pouvait envoyer du code déporté sur des serveurs pour qu'il soit exécuté sur des serveurs. En 2006, donc Amazon crée sa filiale AWS, donc Amazon Web Services, et commence à vendre son service Elastic Compute Cloud, celui qu'on nomme plus simplement EC2. C'est l'un des services les plus utilisés même aujourd'hui. Fin 2008, Google sort aussi son offre cloud, donc commence avec Google App Engine. Donc c'est la même chose que EC2, mais version Google. En 2009, notre cher gouvernement commence à investir dans un projet qui s'appelle Andromède. Je pense que vous connaissez tous ce projet, vous en avez certainement dû entendre parler parce que c'était dans les news de 20h, etc. C'est plus communément appelé le cloud souverain. Donc voilà, donc je vais en reparler un peu plus tard. Et fin 2009, pareil, en Chine, Alibaba lance sa plateforme aussi cloud. Donc ça s'appelle Alibaba Cloud, ou Ali Cloud, ou Aliyun pour faire la version chinoise. En 2010, là, Microsoft sort sa plateforme aussi, sauf que elle est vraiment, comme Microsoft fait toujours, très spécialisée et orientée solution Microsoft. Donc c'est la Windows Azure Platform.
qui est fait vraiment pour tout ce qui est autour des frameworks Microsoft. En 2012, on a justement le go live de notre cloud souverain français, qui s'appelle CloudWatt. En 2013, on a Tencent, donc il y a une autre société chinoise qui ouvre aussi son cloud. Début 2014, Microsoft change de stratégie et ouvre sa plateforme. Donc à la base, c'était vraiment principalement orienté Windows. Maintenant, on va pouvoir récupérer des ressources Linux dans le cloud de Microsoft. Et donc, il change son nom en Microsoft Azure, comme on connaît aujourd'hui. IBM sort également son cloud en 2014, qui s'appelle Bluemix. Il va changer son nom maintenant. Je suppose que si vous tombez sur ce nom sur Internet actuellement, ça s'appelle IBM Cloud, donc c'est le nouveau nom de Bluemix. C'est Bluemix, mais voilà, juste renommé. En 2018, la Russie, donc Yandex, on va dire c'est le Google russe, lance aussi son service cloud, donc ça s'appelle Yandex Cloud, donc c'est, on va dire, très très jeune pour un service cloud de 2018. Malheureusement pour nous, je vais finir cette historique tout simplement avec 2020, notre cloud souverain ferme. Voilà. Donc malheureusement en France, nous n'avons plus de cloud souverain. Les providers les plus connus, vous avez forcément Amazon, donc AWS, Microsoft Azure, Google Cloud ou GCP, donc IBM Cloud. Et ensuite, j'ai mis des exemples de cloud un peu moins connus parce qu'ils sont très géolocalisés, donc par exemple Alibaba Cloud ou Tencent Cloud, qui sont vraiment très spécifiques pour le marché asiatique, ou Yandex Cloud qui est vraiment très spécifique au marché russe. Les parts de marché en 2020, on voit domination d'AWS, 33%, Azure qui est pas mal derrière, GCP qui est à 8%. Donc Amazon a beaucoup d'avance sur le marché. Quels sont les avantages du cloud? Donc qu'est-ce que le fait de pouvoir récupérer des ressources et de ne pas les gérer, qu'est-ce que ça vous donne comme avantage? Déjà, premièrement, vous n'avez pas à gérer les ressources physiques. Vous n'avez pas à trouver un endroit, à louer un local pour justement mettre votre matériel. Vous n'avez pas à gérer l'aération du matériel, vous n'avez pas à gérer la sécurité incendie, etc. Donc tout ce genre de gestion purement physique, tout ça, vous l'oubliez. Donc déjà, c'est déjà plein de choses que vous faites en moins. Vous avez ce qu'on appelle la location dynamique rapide, donc vraiment ce qu'on appelle la scalabilité, qui vous permet en quelques clics et en patientant quelques minutes de récupérer des nouvelles ressources sans avoir à faire des demandes à votre infogéreur et à attendre un mois que l'infogéreur achète le matériel et le mette en place et le câble, etc. Donc ça, c'est un des gros avantages du cloud, c'est de vraiment pouvoir récupérer n'importe quel type de ressources très rapidement. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le pricing model, donc le pay as you go. Donc ça veut dire que plus vous l'utilisez, en fait, tout le coût des ressources que vous utilisez dans le cloud va dépendre de l'intensité de l'utilisation. Moins vous allez l'utiliser, moins vous allez le payer. Plus vous allez l'utiliser, plus la facture sera chère. Mais bon, c'est en accord par rapport à votre utilisation et à comment vous avez conceptualisé votre architecture. Alors, en opposition, quels sont les inconvénients? Le plus dur, le principal inconvénient, c'est que clairement un inconvénient financier, entre guillemets, qui est le calcul du TCO, donc du Total Cost of Ownership, qui est combien va coûter la ressource exactement. Donc l'achat de la ressource et le coût d'exploitation de la ressource jusqu'à la fin de son life cycle. Quand vous achetez du matériel, par exemple chez un infogéreur standard, vous l'achetez à un certain prix, vous savez que ce prix est fixe sur 12 mois, si vous avez besoin de la ressource 12 mois, vous prenez le prix fixe, multiplié par 12, c'est réglé. Là, dans le cloud, comme je vous disais, le prix varie selon l'intensité de l'utilisation de la ressource et selon le type de ressource. Donc, au début, vous allez avoir certainement des prix très faibles qu'il va falloir estimer, parce que voilà, vous démarrez votre plateforme ou vous venez à peine de vous lancer, donc il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. Et puis dès que votre plateforme commence à être vachement utilisée, là vous allez vous rendre compte que forcément vos ressources vont être plus utilisées et donc vous allez devoir payer plus.
Donc ça à calculer sur le temps, au final, vous allez faire beaucoup d'estimations et vous allez jamais pouvoir réellement calculer facilement ce TCO à la fin. Vous allez toujours avoir une approximation très large. Autre inconvénient, vous avez moins de contrôle sur les ressources. Comme vous ne les avez pas chez vous, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez avec. Donc, par exemple, Amazon met à disposition des machines virtuelles qui sont branchées d'une certaine façon dans une certaine baie. Vous pouvez pas dire non, cette machine-là, je veux la changer de baie, je veux la mettre ailleurs. Ça, vous pouvez pas le faire, par exemple. Autre chose, et ça c'est un des points les plus dangereux entre guillemets dans le cloud, c'est il est très facile de s'y perdre. Il y a tellement de services, le prix dépend du type de service, de comment on utilise le service, et donc au final, comme je vous disais, il est très facile en quelques clics de récupérer des ressources, et donc à la fin, si on fait pas attention par exemple à détruire des ressources qu'on n'utilise plus, etc., en fait, on va récupérer des coûts supplémentaires alors que voilà, c'était pas forcément nécessaire. Donc il est vraiment possible de faire des gros dépassements et la façon dont sont gérées les ressources, donc vous avez souvent des systèmes de permission pour dire est-ce que la ressource A peut accéder à la ressource B? Si oui, est-ce que c'est accéder en tant qu'administrateur ou est-ce que c'est avec des droits réduits? Et donc tout ce système est plutôt difficile à prendre en compte, à prendre en main, parce qu'au final, ça va dépendre de chaque plateforme. Chaque plateforme a sa façon de faire, et voilà. Donc ça veut dire qu'il faut connaître les différentes plateformes pour être à l'aise sur ce problème-là. Maintenant, je vais vous parler tout simplement de différents types de services, comment choisir. Pour pouvoir choisir des services, il faut comprendre une chose, c'est ce qu'on appelle les niveaux de responsabilité ou le niveau de contrôle. Donc vous voyez là, vous avez donc un petit schéma. À gauche, donc sur la flèche bleue qui va vers la gauche, ça veut dire que votre ressource est ultra configurable. Plus vous êtes à gauche, plus la ressource est configurable. Et plus vous allez à droite, donc sur la flèche rouge qui va vers la droite, plus votre ressource, plus vous serez agile, mais moins vous aurez de configuration possible sur la ressource. Donc ça veut dire que c'est à vous de choisir quel est vraiment le niveau de contrôle que vous voulez, le niveau de responsabilité que vous voulez sur la ressource que vous avez besoin. Donc sur un serveur, s'il est on-premise, donc chez vous, vous faites ce que vous voulez avec. Si c'est un serveur en pass, donc l'avant-avant-dernier en partant de la droite, comme vous voyez déjà, il est un peu moins configurable parce que forcément vous ne l'avez pas chez vous, vous ne pouvez pas le mettre où vous voulez, et il y aura des choses que votre provider aura déjà préconfigurées pour vous, mais que vous ne pouvez pas forcément changer. Voilà, donc ça c'est toujours à savoir, c'est chaque type de ressource, que ce soit du stockage, que ce soit les bases de données ou que ce soit des logiciels, vous avez la possibilité de les avoir sous différentes variantes, donc que ce soit du IaaS, du CaaS, du PaaS, du FaaS ou du SaaS. Donc voilà, donc c'est selon ce que vous voulez, ça c'est vraiment une des bases à comprendre, c'est ce niveau de contrôle que vous voulez ou ce niveau de responsabilité que vous voulez. Maintenant, je vais tout simplement vous expliquer parce que là, vous pouvez certainement vous demander qu'est-ce que ça veut dire tout ça là, IaaS, CaaS, PaaS, etc. Ça ne doit pas beaucoup vous parler. Commençons par le plus à gauche, donc le plus configurable, on-premise. Qu'est-ce que ça veut dire on-premise? On-premise, ça veut dire déjà, vous n'avez pas besoin du fournisseur puisqu'il ne vous fournit rien du tout et vous avez tout chez vous. Vous gérez tout de l'infrastructure et vous devez tout faire. Donc, vous devez gérer aussi bien le câblage de la machine, la ventilation de la machine, les droits sur la machine, l'installation du logiciel sur la machine, de l'OS sur la machine, l'installation de votre application sur la machine et le développement de votre application, bien entendu. Donc ça, c'est ce qu'on fait par défaut, entre guillemets, c'est quand vous avez tout chez vous dans le SI. Maintenant, voilà, ça c'est le premier niveau disponible quand vous partez dans le cloud. Donc du IaaS, donc Infrastructure as a Service. Et là, comme vous pouvez voir, toutes les briques de base tout en bas, donc que ce soit le serveur, le stockage ou le réseau, ça va être géré par le provider. Donc il va vous fournir des serveurs virtuels
comme si vous les avez chez vous, sauf qu'ils sont voilà, quelque part ailleurs, et vous n'avez pas à vous occuper de où est-ce qu'ils sont, comment je les câble, etc. Quel est le dispositif de sécurité, le dispositif anti-incendie, etc. Tout ça, vous n'avez pas à vous en occuper, c'est fourni par le provider. Tout ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a au-dessus du serveur, donc installez l'OS, installez votre application, et voilà. De façon générale, en IaaS, la plupart du temps, c'est le client va payer autant, donc c'est généralement à l'heure, autant seulement quand le service est démarré. Donc mettons que je demande tout de suite un serveur chez AWS, par exemple un exemple c'est donc un EC2, je demande une machine virtuelle EC2, si je la démarre, je commence à payer, si je la stoppe, elle me coûte rien. Pourtant elle est toujours là, je peux toujours la redémarrer et la récupérer comme si elle était chez moi. Donc je peux toujours la redémarrer pour reprendre mon service si besoin. Mais voilà, je peux stopper pour justement essayer de diminuer mes coûts. Le niveau suivant, donc vous avez le CaaS, donc le Container as a Service, où justement la couche de virtualisation est fournie en plus de toutes les couches bas niveau. Donc vous allez avoir potentiellement donc votre serveur, et au-dessus, vous allez avoir par exemple QEMU, du Docker ou je ne sais quoi, qui va tourner pour justement vous permettre de lancer vos containers sur le serveur. Mais vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a en dessous. Donc en tant que client, tout ce qu'il vous faut, c'est juste développer votre application pour un OS particulier et de le livrer sous forme de container. C'est tout ce qui vous intéresse. Vous n'avez pas à penser où est-ce que ça va être stocké, où est-ce que ça va être câblé, etc. Ça, c'est pas votre problème. Comment fonctionne de façon générale le paiement dans un niveau de service type CaaS? Généralement, vous demandez une allocation de CPU et de mémoire. Donc, je sais pas, 2 CPU et 512 mégas de RAM. Vous avez besoin de ça pendant une journée. C'est ce que vous allez payer. Donc, vous allez payer 2 CPU et 512 mégas de RAM pour une journée. Voilà. Tant que votre container il tourne, vous payez aux ressources qu'il utilise. Si vous éteignez votre container, vous n'allez pas payer. Le niveau suivant, comme vous pouvez voir, on monte dans la couverture du provider sur l'espèce de stack sur le côté. Donc le PaaS, le Platform as a Service. Donc là, le provider fournit tout jusqu'à l'OS. Et vous, tout ce qui vous intéresse, c'est juste développer votre application et l'installer sur la machine. Voilà, c'est tout. Vous n'avez pas à vous occuper de l'OS, à le mettre à jour. Vous n'avez pas à vous demander, voilà, j'ai besoin de stockage, j'ai besoin de tel truc. Tout ça, ça va être géré par le provider. Sur quoi vous vous concentrez seulement sur l'application et l'installer et puis le faire tourner. Voilà. Sur un service PaaS, de façon générale, vous payez comme pour un IaaS quand le serveur tourne. Donc si vous avez un serveur, là par exemple, un serveur sur Elastic Beanstalk, tant qu'il tourne, vous allez payer. Si vous le stoppez, vous ne payez pas. En face, donc voilà, encore un niveau au-dessus, le provider va vous fournir tout jusqu'au ce qu'on appelle un runtime. Donc c'est tout un environnement où qui va, quand vous démarrez cet environnement, le premier truc qui va être lancé, ça va être ce runtime. Et ce runtime, ce qu'il va faire, c'est appeler votre application. Donc votre application, en fait, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle FAS, donc Function as a Service. Votre application va être déployée sous forme de fonction. Donc ça veut dire que au lieu d'avoir une grosse application, mettons Java, là vous allez avoir plein de fonctions bas niveau. Donc des fonctions relativement unitaires. Donc ça peut être, je sais pas, ajouter un message, récupérer les messages. Ce sera 2 fonctions différentes. Donc pour chaque fonction, donc quand vous allez appeler la fonction, le provider va s'occuper de démarrer tout le serveur qui est en dessous, utiliser son runtime pour justement appeler votre fonction, et vous exécutez que votre code business en fait. Donc c'est le gros avantage du FAS, c'est que
tout ce qui vous intéresse, c'est le business. Vous n'avez pas à vous occuper de toute la partie infrastructure, connectivité, etc. Vous ne vous occupez que sur la logique business. Donc les devs ne font que du dev sur la logique business. Ils ne vont pas s'amuser à coder comment mettre en cluster ou comment faire de la gestion de cache distribuée, etc. C'est pas le but. Et là, voilà, de façon très avantageuse, le FAS, généralement, vous payez lorsque la fonction est exécutée. Donc, c'est-à-dire que mettons, vous avez la fonction getMessages. Si cette fonction prend 1 seconde à s'exécuter, vous allez payer 1 seconde. Voilà, 1 seconde, la RAM utilisée par la fonction. Donc ça, c'est très avantageux. Donc vous payez vraiment de façon très unitaire chaque appel, en fait. Donc après, vous pouvez vous imaginer, comme c'est difficile de calculer le nombre d'appels que vous faites, etc., pour calculer la facture à la fin, c'est plus dur. Et ensuite, vous avez le niveau où vraiment tout est fourni. Vous n'avez pas à vous occuper de quoi que ce soit. Donc c'est le SaaS, le Software as a Service. Généralement, tout le monde en utilise déjà. Déjà rien que avec Office 365, Salesforce, Cisco WebEx, Zoom, tout ça, ce sont des plateformes qui sont fournies. Vous payez le prix qu'on vous demande et vous utilisez le service, point. Voilà, vous n'avez pas à vous demander comment mettre à jour le service, comment mettre à jour le logiciel, est-ce qu'il y a des problèmes de serveur derrière, c'est pas à vous de les gérer, etc. Donc tout ça, ça vous est totalement abstrait. Donc maintenant, on en vient forcément, avec tous ces niveaux de responsabilité, vous avez une règle d'or à connaître. Elle est simple, elle est logique. Plus c'est managé, plus c'est pratique, mais plus c'est cher. Donc plus vous allez déléguer au provider, plus forcément son service sera cher. Cependant, c'est vraiment un gros cependant. Vos gros avantages que vous allez avoir, c'est que vous pouvez généralement vous focus sur vraiment la valeur ajoutée de votre produit. Donc développer vraiment la partie logique business et pas pas vous concentrer sur de la gestion d'infrastructure ou de la gestion de service pour que justement vous puissiez le service A puisse communiquer avec le service B. Ça vous intéresse pas. Toi, ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce que fait le service A exactement et qui va ajouter de la valeur à mon produit, et qu'est-ce que fait le service B. Donc pareil. Et donc généralement, si vous êtes vraiment focus sur la logique business, vous n'allez pas vous occuper de l'infrastructure, etc., vous gagnez du temps et théoriquement, vous avez un meilleur time to market. Donc voilà, donc ça c'est toujours entre guillemets la balance à avoir, c'est de savoir est-ce que vous êtes prêt à mettre un peu plus pour vous concentrer uniquement sur la logique business, ou est-ce que vous voulez vraiment avoir la main le plus possible sur le ressource, et dans ce cas-là vous payez un peu moins cher, mais voilà, vous devez faire plus de choses, et donc potentiellement vous n'êtes pas focus vraiment sur vraiment la plus-value de votre business. Donc maintenant je vais vous faire une petite étude de cas, un cas on va dire simple, à peu près imaginaire. Donc je vais reprendre mon Soylent Corporation que j'aime beaucoup. Donc le client, c'est Soylent Corporation, il a un site d'e-commerce. Ces derniers temps, voilà, le client, il voit que des fois sur le site, c'est lent. Les gens quand ils passent des commandes, ça prend du temps. Quand ils essaient d'acheter des choses, quand ils essaient de voir des produits, des fois le site ralentit, ça prend beaucoup trop de secondes, beaucoup trop longtemps pour justement afficher une page produit, ou pour afficher le panier, ou pour passer au paiement, etc. Et donc voilà, donc ceci, voilà, on suppose que voilà, là il y a une augmentation significative du nombre de visiteurs sur son site, et c'est pour ça que on a un bottleneck au niveau des ressources chez le client. Donc le client, il a tout dans son data center. Et là, ce qu'il veut, c'est, voilà, moi je veux améliorer mon site, le rendre scalable et plus future-proof pour pouvoir justement le faire évoluer sans avoir à penser aux ressources et à trop de contraintes. Pour faire ça, donc actuellement, je vous présente l'architecture actuelle. Voilà, on imagine un site d'e-commerce tout simple. Voilà, il a un serveur Node.js qui héberge donc
le site même en Angular, et il a un serveur Node.js avec le backend derrière qui se connecte à une base de données PostgreSQL, voilà, tout bête. Tout ça, c'est dans le SI, dans le data center du client, et les clients, voilà, se connectent juste à ces deux serveurs Node.js pour naviguer sur le site. Voilà, je vous propose deux approches. Alors sachez que c'est pas les seules approches possibles, mais voilà, je vous en propose deux, juste pour vous montrer voilà, les possibilités. Donc la première approche, ça va être l'approche CAS, donc Container as a Service. L'idée, ça va être de principalement migrer le backend Node.js sous forme de container. Donc, je vous ai repris les stacks pour vous montrer à peu près le niveau de gestion qu'aura par la suite. Donc, vous voyez qu'à peu près, on a à peu près la moitié qui est gérée par le provider après le passage en CAS. Et l'autre approche, donc, c'est l'approche FAST, donc Function as a Service. Et là, l'objectif, c'est de fragmenter le backend Node.js sous forme de fonctions. Et donc là, en fait, dans l'idée, en termes de gestion par le provider, le provider va gérer beaucoup plus de choses. Et donc vous allez juste vous occuper de vraiment qu'est-ce que fait chaque fonction, tout simplement. Alors, on va faire d'abord le premier cas, en version CAS. Donc, backend en container. Donc, en termes d'architecture, voilà, ça ressemblerait à ça. Donc, vous avez un client, vous avez voilà, deux, trois petites choses. En haut, donc on va migrer l'hébergement du front Angular, donc sur le serveur Node.js. On va migrer ça sur un S3, donc il y a un service de stockage dans AWS, et avec justement un CDN CloudFront. Qu'est-ce que ça va apporter Justement, comme on n'a pas besoin de ressources particulières comme des CPU ou de la mémoire, là on peut juste stocker le site, comme c'est un site statique. Bon voilà, on n'a pas besoin de payer forcément un vrai serveur pour héberger un Node.js pour afficher nos pages. L'avantage du CDN, pareil, on distribue le site partout, on le rend plus rapidement accessible partout. Au niveau de la base de données, on va la migrer, on va prendre par exemple Aurora Serverless en mode compatibilité Postgre. Donc ça veut dire que la base de données, le moteur, c'est pas du tout à PostgreSQL. Donc théoriquement, on devrait avoir des problèmes pour migrer. Sauf que dans le cloud, beaucoup de providers font bien les choses. Donc par exemple là sur le moteur Aurora, vous allez avoir une compatibilité Postgre. Donc tous vos connecteurs PostgreSQL vont fonctionner sur le moteur Aurora sans que vous fassiez quoi que ce soit. En Aurora Serverless, l'avantage que vous avez, c'est que vous allez avoir la scalabilité automatique. Donc le nombre de connexions, etc., tout ça va être ajustable selon le besoin. Donc plus vous allez avoir de gens qui vont être connectés dessus, la base, elle va prendre et puis elle va s'auto-scaler toute seule. Et l'avantage d'Aurora, bon là ça c'est plus de la plaquette commerciale façon AWS, mais théoriquement le moteur Aurora est 3 fois plus rapide que le moteur Postgre, en mode Postgre, toujours en mode Postgre. Donc voilà, donc théoriquement vous gagnez vous avez des performances améliorées juste en changeant de moteur sans faire quoi que ce soit de plus. Vous avez actuellement dans le data center donc votre base de données. Donc dedans il y a déjà des données que vous voulez pas perdre justement, que vous voulez transférer dans le cloud pour justement les récupérer et les réutiliser pour pas perdre vos clients existants. Donc par exemple sur AWS vous avez un service qui s'appelle DMS, Database Migration Service, qui permet de transférer les données d'une base de données vers une autre dans le cloud. Donc il y a plusieurs modes, donc vous pouvez faire des migrations one shot ou des migrations en continu. Donc les deux sites, que ce soit en local ou dans le SI et dans le cloud, mettons si le but était que les deux vivent en même temps, cohabitent en même temps, rien n'aurait empêché de faire justement cette migration en continu et d'avoir les données tout le temps en fait recopiées dans le cloud. Et donc gros avantage de DMS, c'est aussi de pouvoir avoir des sources et des targets hétérogènes. Donc si la base de données dans le SI était une base Oracle, on aurait pu faire le transfert Oracle vers Aurora en clic, sans faire de script supplémentaire, sans transformer la data, sans faire quoi que ce soit.
Donc ça, c'est des services providés par le cloud, donc qui simplifient quand même pas mal les choses par rapport aux migrations. Et ensuite, bah, ce qui nous intéresse, voilà, ça c'est vraiment le cœur du site, le back-end. Bah là, l'objectif, ça va être justement juste de wrapper le back-end dans un container et de l'envoyer dans le cloud. Donc dans un service type Fargate. L'avantage que ça a, c'est que sur Fargate, si vous savez que voilà, le week-end, vous avez beaucoup plus d'affluence, bah, vous pouvez dire voilà, sur Fargate, tous les vendredis et samedis, dimanches, je veux des containers supplémentaires. Et donc Fargate tout seul, quand ce sera vendredi, boum, il mettra des containers supplémentaires sans que vous ayez à surveiller ou à cliquer ou à faire quoi que ce soit. Sur l'approche face, donc ce sera un peu l'architecture est très très similaire, sauf forcément pour le back-end. Comme je vous le disais, donc le back-end ne sera pas un container, mais ce sera sous forme de fonction. Donc pareil, bah, le site, le frontal en Angular, bah, c'est toujours pareil, toujours sur un S3 avec un CDN pour de l'accessibilité partout dans le monde. La base de données, encore du Aurora Serverless en mode PostgreSQL. Voilà, donc on a la scalabilité, on a des perfs améliorés et on reste sur du PostgreSQL, donc on n'a rien à changer côté connectivité entre le back-end et la base de données. Toujours du DMS pour récupérer nos données qui étaient dans le data center du client vers le cloud. Et donc là, ça c'est le gros changement comparé au CAS, c'est que vous allez devoir fragmenter votre votre application monolithe. Donc votre backend qui était en Node.js, vous allez devoir le splitter en plein de petites fonctions unitaires qui vont être donc justement des fonctions et qui vont être gérées indépendamment les unes des autres. Donc vous allez forcément réécrire du code, oui. L'avantage, c'est que vous allez avoir de la scalabilité par fonction. Donc si, mettons, getProducts, la fonction getProducts est appelée 1000 fois et la fonction getPromotions n'est appelée que 10 fois, ce sera scalé en conséquence. Donc la fonction sera scalée selon son besoin. Donc s'il y en a besoin que de 10, le cloud provider n'en montrera que 10. Si il y en a vraiment besoin de 1000, parce que voilà, tout d'un coup, il y a 1000 clients qui arrivent et qui veulent regarder tous les produits du site, bah, le cloud va faire cette scalabilité pour vous. Donc elle va voir, voilà, vous avez pas assez de ressources, et puis elle va monter des copies de fonctions supplémentaires pour justement vous permettre de répondre à la demande. Et devant donc toutes ces fonctions, vous allez avoir une gateway pour justement avoir un point d'entrée unique pour toutes ces fonctions, pour abstraire de 3000 URL qui servent à rien. Qu'est-ce que ça apporte l'un ou l'autre actuellement? Donc en termes d'avantages pour le CAS, c'est que la transformation en container du backend est super rapide. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le wrapper. Vous n'avez pas besoin de changer du code même dans le backend. Tout ce que vous faites, c'est au lieu de le livrer sous forme de zip et de l'installer ou sous forme d'une exécutable et de le runner, il faut juste le livrer sous forme d'un container, tout simplement. Dans les deux cas, la base de données est scalable, la migration des données existantes est simple, et l'hébergement du site, comme on n'utilise pas de ressources CPU ni RAM, l'hébergement est quasi gratuit. Au niveau du FAS, vous allez avoir donc une meilleure scalabilité, puisqu'au final, la scalabilité va être selon la fonction et non par rapport à toute l'application. Donc ça, vous allez avoir une scalabilité beaucoup plus fine. Et comme vous allez éclater le code, ce sera plus simple à maintenir aussi. Donc si vous avez un bug juste sur la partie getProducts, bah, vous allez regarder juste la fonction getProducts. Vous n'allez pas vous embêter à regarder tout le back-end et essayer de trouver, voilà, est-ce que ça a une application ici ou ailleurs, etc. Comme on a une scalabilité plus fine par fonction, théoriquement, vous avez un coût plus optimisé que pour le CAS, théoriquement. En termes d'inconvénients, donc comme je disais, bah, comme on scale par back-end,
par bloc de back-end. Donc si votre back-end prend 2 CPU et 2 Go de RAM, à chaque fois que vous allez mettre une instance de votre back-end en plus, bah, ce sera 2 CPU et 2 Go de RAM supplémentaires à payer. Donc le coût sera forcément moins optimisé. Comme je vous disais, il y a de la scalabilité du container, mais il faut le prévoir à l'avance. Donc soit vous prévoyez à l'avance en disant voilà, je sais que vendredi, samedi, dimanche, il me faut plus de ressources. Ou alors, si vous savez que bah, voilà, vous avez vraiment un pic actuellement et que ça suffit pas, rien ne vous empêche d'aller sur l'interface et de cliquer +1, +1, +1 pour avoir plus de containers tout simplement. Et le gros désavantage du FAS, forcément, bah, comme vous imaginez bien, s'il faut fragmenter tout un back-end, bah, ça va prendre un peu plus de temps parce que bah, il faut réisoler chaque fonction que vous allez créer. Donc il faut vraiment tout casser, enlever toute la partie bah, gestion des flux, etc. Et puis vous gérez vraiment toute la partie fonction, qu'est-ce que fait la fonction, comment elle va être appelée, quels sont les paramètres, etc. Donc ça prendra un peu plus de temps. Pour les coûts, je vous ai fait un petit schéma pour que vous puissiez avoir une meilleure vision à quoi ça ressemblerait. Donc dans l'idée, par exemple, sur la partie casse, comme je vous disais, c'est par palier, entre guillemets par palier. Vous avez une instance de container, si ça prend 2 CPU, 2 Go de RAM, c'est un palier. Dès que vous allez vouloir dépasser, parce que vous avez une augmentation de fréquentation, bah, vous allez devoir avoir une deuxième instance qui prendra tout de suite aussi, qui réservera tout de suite aussi de CPU et 2 Go de RAM. Donc c'est pour ça que vous avez des espèces de gros paliers à chaque fois sur le schéma. Donc la partie en verte, c'est juste pour vous montrer que voilà, par rapport à actuellement on-prem où voilà, vous avez vos serveurs, si vous voulez avoir plus de ressources, bah, il faut acheter des serveurs supplémentaires. Donc ça veut dire bah, le coût bah, il va monter, mais il sera constant tout le temps. Vous allez toujours payer vos 3 serveurs. Si vous avez déjà 2 serveurs chez vous et que vous en voulez un troisième, bah, vous allez payer vos 3 serveurs tout le temps en fait. Là, vous voyez, donc vous pouvez, si vous avez une baisse de charge, bah, justement bah, diminuer le nombre de containers et donc baisser le nombre, entre guillemets, ajuster le prix. Au niveau des fonctions, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus lisse. Il y a beaucoup moins, il n'y a pas de palier parce que justement, c'est par rapport à la fonction unitaire que le paiement se fera. Donc, si c'est appelé 1000 fois pendant une seconde, vous allez payer 1000 fois une seconde. Si 3 secondes après, il n'y a plus que 10 appels de 1 seconde, vous allez payer que 10 appels, 10 fois 1, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que la courbe est un peu plus proche de votre utilisation réelle de la plateforme, en fait. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour le FAS, ce sera certainement plus optimisé en termes de coût que le CAS. Voilà, donc c'était un cas tout simple. Je voulais pas non plus trop m'étendre sur la technique, etc. Mais voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cet apérocode en fait voilà, bah, c'est déjà de 1, il y a plusieurs niveaux de service. Souvenez-vous juste, voilà, niveau de responsabilité, niveau de contrôle, est-ce que vous voulez plus de configuration ou est-ce que vous voulez être plus agile? Différents types de ressources disponibles. Donc bah, vous pouvez avoir du stockage, vous pouvez avoir un orchestrateur de containers, vous pouvez avoir un gestionnaire de stream, vous pouvez avoir plein de choses. La règle d'or, plus c'est managé, plus c'est pratique, mais plus c'est cher. Voilà, ça c'est toujours simple à comprendre. Le pricing model, de façon générale, pay as you go, donc ça veut dire que si vous démarrez un nouveau projet sur le cloud, vous allez très certainement pas beaucoup payer au début, parce que bah, vous allez juste développer 2-3 choses, etc. Vous n'allez pas avoir beaucoup de fréquentation sur votre plateforme, donc ça ne va pas générer beaucoup d'utilisation de vos ressources. Et au fur et à mesure que théoriquement que votre business grossit, bah, vous allez avoir plus de fréquentation et donc utiliser plus de ressources, donc votre facture va augmenter en accord. Et voilà, comme c'est un modèle pay as you go, le total cost of ownership est difficile à calculer. Donc c'est très dur financièrement de dire combien va coûter votre machine virtuelle dans le cloud. Vous allez la payer là actuellement, mettons 100 euros, mais demain vous allez la scale up. Le fait de pouvoir
ajuster vraiment comme vous voulez dans le temps, c'est très très dur de calculer sur la vie de la ressource, combien elle va coûter à la fin. Gros avantage du cloud, comme je disais, c'est que c'est disponible très rapidement. Donc en quelques minutes, donc là maintenant, si je vais sur AWS, je clique, je veux une machine EC2, 3 clics plus tard et peut-être 5 minutes après, j'ai ma machine. J'ai pas besoin d'attendre que mon infogéreur me mette en place une machine et que ils me disent bon bah en fait je reviens vers vous dans 2 semaines ou voire 1 mois parce que voilà c'est une machine dure à récupérer parce qu'il y a je ne sais quoi dessus. Un gros avantage aussi également, c'est que vous n'avez pas de data center à gérer, donc vous n'avez pas de local à affecter pour à mettre aux normes, comment s'appelle, à aérer, etc. pour vos machines. Donc tout ça, c'est géré par le provider pour vous. Donc à ce niveau-là, vous vous occupez vraiment que de la partie haut niveau, applicatif, et c'est ça qui vous intéresse, c'est ça votre plus-value. C'est pas le fait de gérer les machines. Voilà, donc c'était ma petite présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tu m'entends, Francis? Oui, oui. Déjà, premièrement, merci Francis pour ta présentation, c'était très très bien. Très intéressant, j'espère que tout le monde aura apprécié. J'en profite aussi pour remercier tous les gens qui étaient présents là ce soir. Merci pour le soutien. Petite pensée pour les anciens qui nous suivent depuis le début. Et puis bienvenue au niveau. Il y en aura plein d'autres, donc j'espère que vous continuerez de nous suivre. Et puis bien évidemment, Francis, on a plein de questions à te poser, j'ai l'impression. Oui, c'est ce que je vois. Alors déjà dans le chat, alors il y a Sylvie Godard qui parle au niveau des parts de marché, c'est mondial. C'est pas juste la France. Ouais, c'est ça. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. OVH, oui, c'est dans autres. Malheureusement, OVH Cloud, c'est pas encore, voilà, c'est pas encore bien imposé sur le marché, on va dire. Dans les questions, tu en avais une. Ah oui, alors. Qui me portait particulièrement sur le fait de faire du Java dans du FAS, parce que effectivement, nous on est très orienté Java chez Sedona, donc est-ce que c'est toujours possible de faire du Java sereinement en mode FAS? Alors, avec justement, alors désolé, je vais encore faire mon promoteur, mais avec des plateformes, des frameworks type Quarkus, justement, on peut faire du FAS en Java de façon sereine. Donc l'avantage d'un framework type Quarkus, c'est que déjà vous pouvez compiler en mode natif. Donc ça veut dire que votre application Java va être directement packagée sous forme d'un binaire. Le binaire, ce sera un binaire, donc un exécutable Linux. Donc la plupart du temps, les runtimes sont sous Linux dans le cloud. Et en fait, dans le runtime, vous pouvez dire, utilise ce binaire-là, point. Et donc, gros avantage de Quarkus, vous n'utilisez pas beaucoup de RAM comparé à une JVM standard. Et super perf. Donc quand vous faites du FAS avec du Java et Quarkus, un cold boot d'une fonction. Donc la première fois quand vous avez 0 fonction et que vous en avez besoin d'au moins une, donc il faut démarrer toute l'infrastructure derrière. Donc c'est ce qu'on appelle le cold start. Ce cold start, donc avec Quarkus, prend 1 seconde. Java standard, 30 secondes. Voilà. Donc oui, si on veut faire de la JVM de base, ça sera un no-go à cause des perfs. Mais voilà, si on fait du Quarkus, aucun problème, cold start à 1 seconde. Bon, sur du Python, le cold start, donc Python, le runtime Python est le runtime le plus rapide, donc c'est à peu près du 300 milli. Mais bon, à la rigueur, 1 seconde, ça reste acceptable, je pense, en termes de cold start. Sachant que c'est pas fait pour chaque fonction. Il y a un petit complément, Francis, sur la question que je soupçonne être un léger troll de notre ami Mathieu, il me semble. Et pourquoi pas Xpring? Alors, en précision, en fait, c'est pas Quarkus en lui-même qui apporte cette notion de compilation, on va dire, native, pour qu'en fait ton application soit directement interprétée par ton OS. En fait, on a un composant qui est annexe qui s'appelle GraalVM. Donc, c'est cet outil-là qui permet en fait de faire la passerelle entre du code interprété par la JVM et du code natif. Donc tu peux aussi faire. Alors Quarkus, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il est déjà en fait quasiment automatiquement packagé pour que tu puisses t'intégrer avec GraalVM.
n'as même pas besoin de configurer, d'installer GraalVM sur ton poste. Quarkus en fait va directement récupérer des images Docker pour builder ton exécutable. Maintenant, GraalVM, tu peux aussi l'utiliser avec Spring. Ça, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a des gens qui font des tests dessus. Ouais, Que Spring natif, je ne sais pas si tu peux vraiment faire autant de choses avec Spring qu'avec Quarkus, puisque il y a une notion qui est importante, c'est la compilation AOT, Ahead of Time. Donc en fait, tout est pré-calculé à l'avance pour éviter que ça s'exécute, que les choses que ça recompile en runtime. à l'exécution de ton application. Donc a priori, en théorie, c'est possible, mais en tout cas, les vrais bons candidats Java, en tout cas modernes, pour faire du fast, c'est clairement Quarkus et comment ça s'appelle, j'ai oublié son nom. Micronaut. Merci. Micronaut, merci Thomas. Alors attends, je vois qu'il y a plein d'autres questions. Est-ce que vous parlez des différents types de cloud dans un autre apérocode, public, hybride, privé, multi-cloud? Oui, on pourrait. Comme vous avez pu voir, donc j'ai à peine effleuré le sujet du cloud. Généralement, quand on parle de cloud, vous allez entendre tout ce qui est IoT, data, big data, IA, etc. Donc il y a beaucoup de sujets qui gravitent dans le cloud et tout vous expliquer ou tout simplifier, vous expliquer de façon simple en 30 minutes, je pense pas que ce soit faisable. Donc je pense à terme, on peut penser à faire différents apérocodes cloud pour justement parler de d'autres aspects du cloud. Mais oui, je retiens l'info pour expliquer peut-être pour le public hybride, le privé, le multi-cloud, etc. On avait une petite question aussi, Francis, de Mathieu sur un exemple de prod. Mathieu demande si par exemple tu as un problème d'espace de disque disponible sur le serveur avec le cloud, ça se passe comment? C'est un problème d'espace sur le disque. Tu vas dans l'interface. Alors, tu as le choix. Donc, soit tu le fais simple, tu vas dans ta console, tu cliques, je veux un disque supplémentaire, et voilà, tu as un point de montage supplémentaire sur ta VM. Soit tu fais ça via Terraform pour pouvoir avoir la traçabilité. Mais ouais, c'est tout. T'as pas besoin de plus. Mais oui, dans le cloud, sur une VM, tu n'es pas limité à un seul disque. Si tu veux plus de disques, tu as juste à rajouter. Donc à cliquer pour rajouter. Donc c'est de la configuration soit via l'interface c'est ça. l'IHM du cloud, soit via des outils type Terraform ou autre. Exactement. Exactement. D'infrastructure et de configuration. Alors, est-ce que la scalabilité peut être automatisée en mode CAS? Oui, avec justement des outils supplémentaires par contre. Donc directement dans l'interface, etc. Non, ce n'est pas prévu pour avoir de la scalabilité auto. C'est vraiment de la scalabilité on demand. Donc seulement sur demande. Voilà. Et donc question importante à mon avis, c'est la question juste au-dessus qui est quels sont les critères de choix du fournisseur de cloud? Alors les principaux critères déjà, je pense, ça va être qu'est-ce que vous voulez faire, quel type de service vous avez besoin, quel type de responsabilité vous voulez avoir sur ce service, normes. Donc par exemple, je sais que si vous voulez stocker des données médicales dans le cloud, ce serait certainement Azure, parce que eux ont la certification HP quelque chose, je sais plus c'est quoi exactement l'abréviation, mais c'est la norme, la certification médicale pour pouvoir stocker des données médicales dans le cloud. Donc leurs data centers sont certifiés pour ça, chez Azure. Chez AWS, non. Chez AWS, par contre, ils ont des certifications pour pouvoir héberger des données gouvernementales. Donc ils ont ce qu'ils appellent le GovCloud, donc qui sont des data centers spécifiques qui sont justement plus robustes, plus fermés, plus isolés, donc qui suivent les normes de sécurité du gouvernement américain. Bon, américain, malheureusement pas français. Mais ouais, c'est ça principalement. Ça va être qu'est-ce que vous voulez, quel service vous avez besoin, quel genre de responsabilité vous voulez sur le service. Et si
les normes si c'est nécessaire dans votre cas de figure. Et voilà, c'est ça en fait, principalement. Après, si c'est disponible sur les 3, bah, je suppose que ce sera le prix, par exemple. Le prix ou l'endroit où c'est stocké, par exemple. Je pense notamment pour RGPD, par exemple. Alors effectivement, il peut y avoir aussi d'autres critères, puisque dernièrement, on a vécu une situation qui a été peu agréable pour bon nombre d'entreprises et de clients. Je pense à OVH, qui a vu son data center brûler et donc perdre des données, perdre des données clients, avec des difficultés à repartir. Donc est-ce que c'est un critère aussi qu'on peut prendre en compte avec d'autres cloud providers? Bah, je pense qu'il faut oui. Dans tous les cas, il faut toujours regarder. Alors oui, je viens de voir dans le chat certification HIPA. Ouais, c'est ça la certif donc, que j'avais en tête. Mais oui, dans tous les cas, en fait, ça va dépendre vraiment des contraintes que l'on a. La région dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas de contraintes sur la région, bon, bah, vous êtes libre de prendre ce que vous voulez. Mais ouais, voilà, ça va être principalement ça. Pour toi, Mathieu, concernant le stockage de tout à l'heure, donc ce qu'on disait, si tu as besoin d'un stockage distribué, généralement on va utiliser S3. Enfin, un stockage type S3. Pourquoi? En fait, c'est déjà par défaut, c'est distribué, sans limite. Donc, vous pouvez uploader autant de trucs que vous voulez. Il n'y a pas de taille dans un bucket. Donc, tu peux uploader 100 Tera, 1000 Tera. Ça, c'est l'infrastructure AWS derrière qui gère. Donc, ça, c'est généralement ce qu'on fait quand on veut distribuer un stockage. La limite, c'est la carte. Exactement. Ça, c'est généralement sur le stockage, comme vous imaginez, plus vous allez stocker, plus ce que vous allez stocker est gros, plus ça va coûter cher. Bon, de façon générale, le stockage, ce sera toujours au giga. Donc, tant que vous atteignez pas 1 giga, le premier palier, généralement, vous n'allez pas payer grand-chose. Pour faire le parallèle justement entre le coût et OVH, la question que j'ai essayé d'introduire, en fait, c'est qu'il n'y a pas non plus de solution magique sur le fait de stocker de la donnée à un endroit donné. C'est qu'après, c'est le problème de répartition sur différents data centers. Donc, si j'ai mon data center qui brûle, même chez AWS, si le data center, par exemple, de Paris brûle, que j'ai hébergé toutes mes données dessus, et que je n'ai pas payé pour avoir de la réplication sur d'autres data centers, j'aurai le même problème qu'on a eu avec OVH. Donc, ce n'est pas forcément une responsabilité du cloud, mais c'est aussi le fait d'être capable d'anticiper en tant que client et de payer pour des services qui me permettront justement de pouvoir sauver des données malgré des catastrophes qui peuvent arriver. Alors là, c'est un incendie, mais ça peut être un tremblement de terre, etc. Ça peut être plein de choses, oui. Alors, dernière question écologique. Écologique, vive pas le cloud. C'est tout ce que je dirais. Mais voilà, normalement, maintenant, les data centers, ils essaient d'être sur des énergies renouvelables. Ou tout du moins en grosse partie sur des énergies renouvelables. Maintenant, comment on peut vérifier ça, je ne sais pas, mais bon, voilà. La tendance, c'est d'avoir des data centers qui sont autosuffisants, autosuffisants entre guillemets, pour justement éviter de trop polluer. Même si après avec le dégagement de chaleur, les clims, voilà, c'est toujours des consoles du gaz à effet de serre, etc. Donc ça change pas grand chose à la fin, quoi. Je crois qu'il y a des tentatives de Google de monter des data centers qui seraient complètement immergés dans la mer pour profiter de tout ce qui est water cooling, exactement, ouais. Avoir des refroidissements en profitant justement des basses températures. Après, water cooling, on a vu ce que ça donnait chez OVH aussi, hein. Parce qu'eux, ils avaient toutes leurs baies en water cooling, je crois. Et ouais, voilà quoi, c'est malheureux. Chez OVH, il y avait peut-être aussi un problème de plan d'occupation des sols, mais ça. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Peut-on utiliser le cloud pour faire du mining crypto? Oui,
tu peux. Ça va te coûter cher, mais tu peux. Je sais pas justement si ça vaut le coup, mais théoriquement tu peux. Tu peux en prenant par exemple des machines sur EC2, tu as des machines qui sont avec spécialisées GPU. Donc ils ont que des cartes Nvidia et qui sont chaînées, et puis tu as je sais pas combien de GPU dedans pour si tu veux faire brûler le data center. Mais dans l'idée, oui, c'est ça. Tu peux utiliser ce genre de machine si tu veux miner et essayer de récupérer de la crypto, ouais, de la crypto-monnaie. Peut-on être sûr que nos données restent sur le territoire français? Alors, j'ai envie de dire de façon générale, oui. Sur le stockage, oui. Sur le transit, non. Donc sur le transit, à moins de spécifier vraiment, enfin, théoriquement on le fait, d'avoir ce qu'on appelle un VPC, donc un Virtual Private Cloud. Donc c'est une espèce de réseau cloisonné. Normalement, voilà, ça te permet d'éviter que justement en transit ça repasse par ailleurs. Le stockage, oui, à ce niveau-là, je pense que oui, il n'y a pas de problème. S'ils te disent que c'est une machine qui est en France, oui, ce sera stocké en France. Par contre, entre toi, quand tu lis la donnée, quand tu veux récupérer la donnée et que ça part de la machine, est-ce que ça part pas aux US, etc. Ça, on ne sait pas. Et le fait d'avoir un VPC, théoriquement, ça va limiter cette possibilité. Effectivement, contrôler ton trafic sur Internet, c'est très compliqué, voire quasi impossible, à moins d'être vraiment un expert et de savoir ce que tu fais très concrètement, mais là, c'est pas très facile. Alors, l'avenir du cloud? Localisation sur Mars? Localisation sur Mars, j'ai du mal à imaginer le truc. Je pense déjà le temps qu'on récupère la data, enfin, à moins d'avoir un service type glacier sur le cloud, sur Mars, donc où ça te prend 5 minutes à pouvoir récupérer ton fichier, bon, why not? Mais si tu as besoin d'un truc rapide, je suis pas sûr avec la latence, le temps que ça traverse toute la distance et que ça arrive chez toi, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Bah écoute, je pense que... Non, bah écoute, vu pas de questions. Il va être le temps de tous se remercier pour ce magnifique apéro-code. Particulièrement merci à toi, Francis, c'était très sympa. Yes, pour Quarkus, allez voir un apéro-code, je crois il y a 2 apéro-codes avant, le 17e je crois. Justement notre CTO Edouard a fait un petit apéro-code sur Quarkus, et en regardant l'apéro-code, je pense que vous comprendrez pourquoi ça vaut le coup d'utiliser ce genre de framework pour faire du FAS. Alors vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Effectivement, on a trois apéro-codes qui portent sur Quarkus, mais effectivement on aura un apéro-code qui sera très certainement dédié à Quarkus et le FAS, ou le serverless, suivant comment on l'appelle, pour montrer en quoi Quarkus est un candidat idéal. Et donc je vois une dernière question, je réponds très rapidement. Le quid d'une migration de plateforme pour le FAS? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait en termes de, justement là, j'ai assisté il y a quelques jours à un clash entre conteneur versus serverless. Donc c'est 2 écoles qui s'opposent, alors qu'en fait ça n'a pas vraiment lieu d'être. Et cependant, l'approche serverless demande une approche, on va dire, en termes de définition d'architecture et de déploiement d'une solution qui demande un peu des concepts nouveaux et de s'appuyer sur des services un peu nouveaux. Donc c'est pas vraiment la même approche. Ce qui fait que si on veut par exemple passer d'un gros monolithe existant qui a 10-15 ans d'existence avec énormément de services, énormément de fonctions, énormément de fonctions. Le fait de migrer ce monolithe dans une infrastructure complètement serverless, ça demandera un très très gros travail qui, en termes de business, en fait, sera pas forcément intéressant et rentable. Le fait de passer un monolithe, par contre, sur du conteneur, c'est une approche qui se fait quand même plus régulièrement, qui est plus facile et qui demande un design d'architecture un peu moins spécifique. Ouais, c'est beaucoup plus straightforward. Par contre, le serverless, effectivement, si demain, nous, on a un client qui nous demande de développer une application from scratch, donc partir d'une page blanche avec juste les spécifications fonctionnelles, là, c'est un use case qui se fait très bien et sur lequel on peut être très performant et faire les choses très très bien.
En fait, Thomas, il demandait en fait quel est l'impact aussi lorsqu'on change de fournisseur de face. Indolore, non, je dirais full dollar. Ce sera ma réponse. Alors ça dépend de quel serverless on parle. Si on parle des lambda, si on parle des Azure Functions ou si on parle non, justement, tu as une lambda, tu veux la passer dans Azure Function ou tu veux la passer dans Cloud Function. Voilà, c'est pour ça que je parle bien des fonctions qui sont spécifiques au provider du cloud. Par contre, si je fais du serverless, par exemple, en m'appuyant sur une technologie qui est genre OpenFaaS ou autre. OpenFaaS qui est native, qui est une surcouche à Kubernetes, mon Kubernetes, qu'il soit déployé dans Google, qu'il soit déployé dans Amazon ou dans peu importe quel cloud provider, ça sera quasiment transparent puisque le concept de Knative Kubernetes est portable en fait sur tous les environnements. C'est ça. Mais après, ouais, si tu es dans le cloud classique avec les plus gros, donc AWS, Azure et GCP, c'est full dollar. Parce que se monter sa solution serverless avec du Kubernetes et du Knative, ça coûtera encore beaucoup plus cher que de faire de Lambda ou de l'Azure Function. Bah, sauf si tu as déjà en fait un cluster kube chez toi et que, disponible dans ton infra, quoi. Avec une très bonne équipe d'infra, réseau, système, sécurité. Mais ouais, non, Thomas, malheureusement, ouais, c'est quand tu es quand tu utilises AWS Lambda après, entre guillemets, tu es bloqué à AWS Lambda, quoi. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là sur cette dernière question très intéressante. Oui. Et merci beaucoup à vous tous. J'espère que j'ai pas été trop ennuyeux. J'espère que vous avez pu apprendre un peu. Que j'ai pas été trop cryptique. Et puis voilà, j'ai envie de dire merci d'avoir écouté. Et bonne soirée à vous tous. Et puis pour ceux que je retrouve tout à l'heure, bon voilà, à tout à l'heure. Ouais, encore une fois, merci à tous les participants. Merci Francis pour cet apérocode. Et surtout, restez connectés puisque on aura l'occasion d'approfondir divers sujets qui ont été abordés dans cet apérocode qui était une approche clone, on va le dire. Donc il y a encore plein de sujets à discuter, à débattre. Et donc à très bientôt, j'espère. Ah oui, j'annonce le prochain apérocode d'ailleurs. Qui aura lieu le mois prochain, il me semble que ça sera du PHP, il me semble. Donc on verra les nouvelles fonctionnalités de PHP 8 au cours du prochain apérocode. Donc restez connectés et puis n'hésitez pas à vous joindre, ne serait-ce que pour passer un bon moment, discuter, poser des questions. À bientôt. Bye bye. Bye bye.